1000 émissions littorales. Quel anniversaire! Ce n'est sans doute pas un hasard si notre magazine a été créé l'année des premières fêtes maritimes de Brest, au moment où la plaisance traditionnelle est en pleine renaissance. Cette semaine, nous allons replonger dans les archives littorales. Et pour ce premier rendez-vous, notre grand témoin est Gwendal Jaffry. Tous ces gens qui naviguaient sur des bateaux en bois en pensant qu'ils étaient quelques irréductibles Gaulois dans leur coin, se disent mais non, en fait je suis pas seul. Donc comme ils sont pas seuls, l'intérêt pour les bateaux grandit. Et puis ce qui se passe dans les années 80, c'est qu'il va falloir faire connaître ce mouvement. Il faut quitter cet entre-soi et à ce moment-là, on aura de plus en plus de monde dans les associations, de plus en plus d'associations et aussi de plus en plus de bateaux du patrimoine sur l'eau, puisque des gens vont se découvrir une passion. Ah, ça va toucher bientôt, là. Oui, et dans un concert... La recouvrance touche pour la première fois. Ça y est, elle touche. C'est touché, là. Ça y est, elle touche, là. Ah là 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 là. Ah là là, ça c'est... Voilà, c'est encore un nouvel événement qu'on vient de découvrir à l'instant. Voilà, c'est une émotion qu'on... Oh, c'est incroyable, ça va s'enfoncer. On entend les cornes de brume dans la rade, hein. Tous les navires saluent. C'est un truc hallucinant de voir ce grand bateau renaître alors que, revenons 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, le patrimoine maritime en France, c'est rien. C'est un musée de la marine à Paris qui s'intéresse surtout aux bateaux gris, à la marine de guerre, mais on n'a pas grand-chose. Et là, la recouvrance, c'est un peu l'apothéose de la renaissance de ce mouvement parce que c'est un grand bateau. Et en plus, c'est un beau bateau, c'est un bateau qui marche très bien, c'est un bateau qui navigue beaucoup et qui va faire naviguer énormément de personnes. La semaine du Golfe, ils inventent un truc absolument génial. Déjà, c'est une fête qui est gratuite. C'est pas une fête portuaire, même si la fête se déroule dans les ports, mais on exploite l'ensemble d'un plan d'eau. Et avec cette idée assez géniale qui est de dire que les flottilles vont se croiser. Donc on trouve les bateaux de travail à Vannes un jour, le lendemain ils vont aller à Auray, et ceux qui sont à Auray vont aller à l'île aux Moines, et ceux qui sont à l'île d'Ar vont aller à Locmariaquer, etc. Donc tous les matins, les ports se vident, les bateaux se croisent, les bateaux naviguent, on ne sait plus trop qui est qui, et tous les soirs, le plan d'eau se vide, mais les bateaux ont changé de port. Je cherchais une coque depuis longtemps, avec quelque chose. Un bateau qui nous permette de vivre, de travailler, qui puisse faire une maison et nous emmener partout sans aucun risque. Il n'y a pas une pièce de bois, il n'y a pas un clou, il n'y a rien. J'ai tout touché de mes mains, quoi, tu vois. Chaque fois qu'on rencontre un propriétaire du bateau du patrimoine, c'est quelqu'un d'éminemment sympathique et qui a de fantastiques histoires à raconter. Et c'est aussi ça, les bateaux du patrimoine. C'est pas seulement un bateau, c'est pas seulement un objet, c'est une singularité sur l'eau quand d'autres bateaux, des bateaux de plaisance plus classiques, vont finalement vivre un peu des vies similaires. On était jeunes, hein, puis tu avais 22 ans, j'avais 23 qu'on a acheté le bateau. Et puis après, 6 ans de travaux et voilà le bateau. 6 ans de travaux jour et nuit, on pourrait presque dire. Ça passe vite. Ça passe vite. Il y a beaucoup d'endroits que j'ai aimés, comme l'Alaska, le Madagascar, la Géorgie du Sud, le Groenland. Ça, c'est vraiment des endroits magiques. Ça, c'est un projet colossal. On ne peut qu'admirer ce qu'ils ont fait, admirer aussi leur traversée, parce qu'ils ont fait des traversées océaniques nombreuses. Beaucoup de monde a navigué à bord de Notre-Dame-des-Flots. Tous les gens qui sont passés à bord de Notre-Dame-des-Flots, c'est un grand souvenir de navigation. Le patrimoine maritime, ce sont aussi des lieux terrestres, parfois pittoresques, comme les abris du marin. En ce début de siècle, les chaloupes ne sortent que pendant la belle saison. L'hiver, les pêcheurs désœuvrés n'ont d'autre lieu où tromper leur ennui que les caboulots. Témoin horrifié de leur joyeuse bordée, le puritain de Tézac n'y voit que la manifestation d'un éthylisme débilitant. Ces photos nous parlent de comment vivaient les marins à cette époque-là. Jacques de Tézac, lui, il navigue, il a des bateaux de plaisance, notamment un bateau assez connu qui s'appelle le Roscovite, et il navigue sur les côtes et il est
choqué, il est profondément choqué de ce qu'il découvre quand il va dans les ports, qu'il voit les marins qui, à la mauvaise saison, dorment à bord de leur bateau cabané. En fait, il suffit de mettre un aviron, on met la voile par-dessus, ils sont en dessous, ils ont froid, les conditions sanitaires sont déplorables, il y a les problèmes d'alcool. Jacques de Thézat qui voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est pas possible, je ne peux pas laisser faire ça, j'ai de l'argent, je vais construire des abris du marin. Et les abris du marin, en fait, sont quelque part à l'origine des écoles d'apprentissage maritime. Voilà, ça va filer là. C'est un peu trop tôt pour aller à la pêche. Il faudrait qu'elle soit plus recouverte. On va quand même essayer avant la nuit. Au début du XXIe siècle, les derniers gardiens de phare ont disparu. Ils ont été remplacés par des ordinateurs. Il est des crépuscules magnifiques qui précèdent des matins difficiles. L'heure fatidique est arrivée, la porte du phare verrouillée de l'intérieur, le ballon définitivement rangé, et c'est par les airs que repartent les derniers gardiens de Quéréon. C'est la première fois qu'un retour à Moulins est aussi triste pour toi? Oui. Pas la même chose que d'habitude, c'est sûr. Changement. On fait avec. T'en veux à quelqu'un en particulier? L'administration? Faut mieux pas en parler. J'imagine la détresse pour ce marin. C'est la première chose que ça m'a évoqué. Ensuite, ça m'évoque un autre sujet forcément qui est l'entretien des phares en mer et l'avenir des phares en mer. Aujourd'hui, il y a des GPS, on a des outils de navigation numérique extrêmement performants. A-t-on besoin encore des phares? On peut se poser la question. Alors j'aborde un sujet, je pense qu'il y a des auditeurs qui vont dire mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais on peut légitimement se poser la question, a-t-on besoin des phares? Surtout, a-t-on les moyens de restaurer, d'entretenir ces phares si on n'en a plus vraiment l'usage? Est-ce que l'État aura les moyens de tout conserver? Je ne sais pas. Mais on se doit aujourd'hui de se poser la question avant que ce soit trop problématique.